Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, je suis ravi de vous retrouver pour ce Kaiser News numéro 57. Comme d'habitude, nous allons analyser 2000 cryptos pour détecter quels sont les cryptos qui ont le plus de potentiel et nous passerons également en revue évidemment le marché crypto. C'est parti! Comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas les Kaiser News, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche devant vous. Dans cette vidéo, j'explique la plupart des écrans des Kaiser News, ainsi vous ne serez pas perdu dans cette émission. Alors, je débute avec la capitalisation totale au 20 avril 2023, donc qui s'est terminée à la clôture, c'est-à-dire à 1h du matin. Et ce qu'on constate effectivement, c'est que le marché a retracé, et même pas mal retracé, j'ai envie de vous dire. On est passé sous la barre des 1300 milliards de dollars. On est à 1241 milliards de dollars, une baisse de 2,24%. Et le Bitcoin a retracé de 2,92%, ce qui est quand même pas mal. Il est passé sous la barre des 30 000 dollars à 28 260 dollars. Côté répartition, donc on a le Bitcoin qui a baissé de 2,92%, l'Ethereum, lui, a baissé de 0,33%, donc il a bien mieux performé que le Bitcoin, en tout cas il a mieux tenu que le Bitcoin, et les altcoins, eux, ont retracé de 2,38%, ils se situent entre l'Ethereum et le Bitcoin. Mais ce qu'on peut voir, c'est que le Bitcoin a fait la plus mauvaise performance, et du coup ça se retrouve un peu côté dominance, donc pour rappel, ici on a la dominance, canal légèrement baissier. Depuis mai 2021, on touche de manière chirurgicale les bords de ce canal. Il s'est passé que lors du week-end de Pâques, on a réussi à dépasser ce canal. Donc là, on s'est dit, oulala, le Bitcoin, la dominance du Bitcoin se renforce, de par le fait que les personnes commencent à comprendre que ça peut être une valeur refuge, tout comme l'or, notamment avec la crise des banques. C'est ça qui a été quand même le déclencheur de ce pic-là, la crise des banques aux USA. Et donc, au final, là, on a fini par réintégrer ce canal. J'ai presque envie de vous dire, heureusement, même si je ne suis pas du tout anti-Bitcoin maximaliste, mais heureusement parce que pour que des capitaux puissent influer dans le marché crypto en général, il faut que des capitaux affluent dans les altcoins. Et pour ce faire, il faut qu'on ait une dominance du Bitcoin qui baisse. Et pour ma part, j'aimerais bien voir la dominance baisser au moins jusqu'au niveau ici intermédiaire, voire jusqu'en bas. Et c'est également l'occasion de faire de l'arbitrage. Lorsqu'on est en haut, beaucoup de personnes échangent quelques bitcoins contre des altcoins pour la fameuse alt saison qui est censée arriver. Et lorsque nous sommes en bas, c'est l'inverse, on échange des altcoins contre des bitcoins en prévision de la bitcoin saison qui est censée arriver. Voilà, donc côté du coup Fear and Greed, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, comme vous pouvez le voir, de par le retracement qu'on a eu, forcément, comme le marché est assez épidermique, tout de suite on est revenu sur le neutre. Les investisseurs ont eu un petit retour de flamme, du coup ils attendent de voir ce qui se passe, ils n'ont pas forcément compris pourquoi on avait retracé en temps. Donc on a perdu 2 places, on est à 50. Côté trendline, on peut voir qu'on est repassé sous la trendline, de façon d'ailleurs assez significative, tout comme on avait eu un peu ici. C'est très épidermique comme marché, donc ça ne m'étonne pas du tout. On oscille entre la trendline, très bien. Donc on va voir en plus qu'il y a une explication derrière tout ça, que je vous propose d'ailleurs de voir maintenant à travers le graphique. Donc comme on peut le voir ici, graphique du BTC ici, vision hebdomadaire, Ethereum ici, vision hebdomadaire. Donc toujours pareil, le graphe, quoi qu'on puisse dire, il est très bien orienté, on a des belles poussées côté Bitcoin. Donc on a passé ici cette résistance nucléaire, que j'appelais nucléaire parce que c'était une forte résistance, on l'a depuis 2021, et donc il est tout à fait normal de ne pas s'affoler une fois qu'on l'a franchi en daily. Vous voyez, je vous avais dit, attention, c'est pas parce que on franchit sur une journée une résistance qui date de 2021 qu'on a franchi la résistance pour de bon, vous voyez. Il faut qu'on puisse valider ça. Et pour moi, la validation, ça vient par une clôture en weekly, mais pas suffisant. C'est ce que je vous ai dit lors de l'avant-dernier Kaiser News. À mon sens, il aurait plutôt fallu avoir une clôture vision mensuelle pour déjà vraiment se dire « Ok, on l'a passé côté mensuel ». C'est pas encore fait, le mois il n'est pas encore fini. Le mois il s'arrête dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Mais pour le moment, on peut voir qu'effectivement, on avait clôturé au-dessus de cette résistance la semaine dernière et que là, pour le moment, sur cette semaine, on est repassé en dessous. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il faut toujours un petit peu attendre qu'on a des grosses résistances comme ça. Donc on est passé dessous. Alors ce qu'on peut voir, c'est que quand même les niveaux ont bien tenu. Ici, on a un niveau à 28 019 qui était un peu le niveau où la lagging spine ici a buté. C'est sur ce niveau encore qu'elle bute. Pour moi, il n'est pas du tout impossible que les cours redescendent jusqu'à 25 300 $, qui est un support qui est assez résistant. C'est le fameux support qu'on a vu beaucoup de mal à passer, celui où on a vu un double top qui nous avait valu vraiment un retracement assez sévère du Bitcoin. Et donc ce support là forcément maintenant il est assez solide et donc on pourrait tout à fait osciller entre 25 300
et 31 000. Hein, on pourrait avoir comme ça une espèce de grand range. Hein, ça c'est pas du tout impossible. Pour ma part, je pense que le Bitcoin peut tout à fait remonter, hein, ne serait-ce un petit peu pour que ici, là, la lagging spine puisse buter sur la Kijun hebdomadaire, mais sans forcément aller en bas. Là, on est allé plus bas. Je pense qu'il est tout à fait possible qu'on revienne rebondir dessus. Hein. On rebondit ici comme ça sur la Kijun hebdomadaire. Je pense qu'on a encore de la place pour latéraliser. Hein. Soit on latéralise comme ça, ou alors on latéralise sur un range qui est un petit peu plus important. Peu importe, mais de toute façon, il est toujours important, encore une fois, que ça latéralise. Hein. On ne peut pas monter en ligne droite, parce que si on monte que en ligne droite, ça veut dire qu'il y a une anomalie au niveau du marché et que le retracement va être 10 fois plus hard que celui qu'on a là. Hein. Là, c'est des petits retracements tout à fait normaux. Hein. Le marché est sain, la courbe est bonne, on est bien orienté. Hein. Franchement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, d'autant plus que cette baisse ici est expliquée par le fait que quelqu'un sur Binance a vendu 16 000 bitcoins d'un coup. Et forcément, quand on vend 16 000 bitcoins d'un coup, ça représente un demi-milliard de dollars. Il y a forcément un impact sur le cours du Bitcoin. Et comme il y avait beaucoup de personnes qui étaient en position longue sur le Bitcoin avec des stop-loss qui étaient peut-être un peu serrés, ben on a une liquidation en cascade. Et ce qui explique aussi pourquoi le cours a dévissé comme ça. Donc il y a une explication. Les investisseurs le savent. Ils vont pouvoir être rassurés. Ce n'est pas quelque chose qui est dû à un problème au niveau des crypto-monnaies. On en a eu beaucoup de problèmes. Donc là, pour une fois, c'est pas ça. C'est juste quelqu'un qui en a vendu beaucoup. Côté Ethereum, ben, j'ai un peu envie de vous dire, c'est un petit peu pareil. Hein. Quand le Bitcoin a retracé comme ça, forcément, il y a eu un effet sur l'Ethereum. Parce qu'il y a quand même une corrélation entre les deux actifs. Donc ce qui est par contre intéressant ici, c'est qu'on voit que la lagging spine, elle a buté pile sur la Kijun hebdomadaire, hein, qui a fait office de support. Ça c'est magnifique. Et en plus, hein, la chance qu'on a, c'est que la Kijun et ce fameux niveau-là se croisent pour faire un double support. Donc forcément, c'est très solide. Et ce niveau-là, c'est quoi? C'est le fameux niveau des 1923 $, où je vous avais dit, attention, ici, on a un double top, on peut tout à fait retracer. Et ben non, en fait, on n'avait pas retracé, mais au final, on voit que quand même, ce niveau est important, hein, parce que c'est lui qui nous permet également de tenir hein, l'Ethereum, hein, pour pas que ça descende plus bas. Donc en tout cas, pour le moment, ce niveau résiste, aidé par le fait qu'on est sur une Kijun hebdomadaire. Donc pour moi, hein, côté Ethereum, on devrait, même si on clôture ici, on devrait commencer un petit peu à remonter aussi, mais continuer à latéraliser, parce qu'à mon sens, on n'a pas assez latéralisé. Hein. On a eu une belle bougie verte, alors derrière on a eu une grande bougie rouge. Heureusement d'ailleurs elle n'a pas été avalée la verte, hein. On serait descendu plus bas, ça aurait été un peu plus délicat. C'est pas très bon hein, quand on a une bougie rouge qui est plus grande que la verte. Là on n'a pas eu un avalement, donc ça c'est très bien. Après, on n'a pas assez latéralisé, hein. Vous voyez, logiquement on monte, on latéralise bien. Ici on latéralise au moins un petit peu. Là ça allait un peu trop vite, hein. À mon sens il faut latéraliser. C'est très bon de latéraliser, hein. Il faut que le marché respire, il faut que la valeur s'installe, hein. Attention à différence valeur et prix. Hein. Les prix, c'est ce que vous avez ici, c'est les chandeliers. Hein. Si les prix montent énormément en bulle spéculative, c'est pas pour ça que la valeur de l'actif elle est égale à ce qu'indiquent les prix. Hein. Non, non, les prix vont forcément retracer derrière. Il va y avoir une espèce d'équilibre qui va se former, de latéralisation, et c'est ce niveau-là d'équilibre qui indique la valeur de l'actif. Donc là, pour moi, la valeur de l'Ethereum, elle est de 2000 $. Donc forcément, ici, là, ça doit latéraliser pour qu'on puisse vraiment voir la valeur de 2000 $. Et après, pourquoi pas repartir au nord. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans l'explication des graphes. Je reviens derrière sur le calendrier économique. Donc mercredi, hein, pendant que je faisais le Kaiser News, les chiffres de l'inflation en Europe sont tombés 6,9%, conforme à ce qu'on attendait. Avant, on avait 8,5% d'inflation. Donc ça veut dire que nos actions apportent leurs fruits et qu'on arrive à combattre l'inflation petit à petit. Hein, c'est pas non plus une baisse énorme. Je pense que ça doit être dû aussi à l'énergie. Hein. Surtout qu'en plus, ça c'est à fin mars. Hein. Ça veut dire que fin avril, on aura un retour de flamme parce que le pétrole, il a monté. Hein. Donc on verra bien. Pour le reste, plus de jobs vacants aux États-Unis. Ça c'est bien aussi pour l'inflation. Hein. Forcément, plus de jobs vacants, ça veut dire moins de personnes qui travaillent. Moins de personnes travaillent, ça veut dire moins de personnes qui consomment. Moins de personnes qui consomment, il y a moins de tension sur les prix. Donc l'inflation baisse, effectivement. Par contre, attention, l'économie baisse aussi. Et là, c'est tout l'enjeu, hein, le grand écart entre la récession et l'inflation. Les deux étant néfastes. Donc voilà, il faut rester entre les deux, et c'est ça qui n'est pas évident. Mais pour le moment, on s'accorde à dire que la Fed a bien fait son travail parce qu'on commence à voir, et on continue de voir l'inflation régresser. Voilà, je continue maintenant avec notre fameux Rainbow. Hein, pour rappel, hein, tous les vendredis, à partir de la semaine dernière, je vous présenterai le Rainbow BTC. Petit graphique fort sympathique qui permet justement d'expliquer pourquoi la plupart des personnes disent on va avoir le bull run qui sera en 2024 et 2025, et en 2025, le Bitcoin vaudra 100 000 $. Alors, pourquoi ils disent ça? C'est tout simplement de par la lecture de ce graphique, qui est troublant, hein, je vous l'accorde. Hein. Donc on a ici, au part de 2010, on arrive jusqu'à voilà, 2025, et là on voit tout à fait les cycles du Bitcoin. On voit les périodes de bull run,
de bear market, bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, exactement, vous avez raison, bear market, etc. Et donc ici, on a les périodes de halving qui sont représentées par les traits bleus. Ok. Pour rappel, le halving, c'est lorsqu'on divise la récompense des mineurs par 2, ce qui donne un effet notamment de rareté au Bitcoin et ce qui provoque une augmentation du prix du Bitcoin, par effet mécanique. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'après les halvings, on a les périodes de bull run. Et là, ça saute aux yeux. On a eu le halving fin 2012 ici, et la période de bull run est arrivée en 2013. Ici, on a eu la période de halving qui était entre 2016 et 2017. Et un an plus tard, on a eu le bull run. Ici, on a eu le halving qui est arrivé début 2020, et un an plus tard, on avait notre bull run. Et là, on s'accorde à dire que si le halving est en début 2024, et il sera en début 2024, et ça veut dire que le bull run sera à son apogée en début 2025. Et donc pendant le 2024-2025, on aura du coup notre bull run. C'est pour ça que beaucoup disent qu'on aura le bull run en 2024-2025. Première explication. Ensuite, le prix du BTC. Donc on peut voir ici qu'on a l'échelle de prix. Alors attention, l'écart c'est du logarithmique. Vous voyez, là de 1 à 10, j'ai cet écart. Donc j'ai 8 unités entre les deux. Là, de 10 000 à 100 000, j'ai 80 000 unités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention à l'échelle. Tout ça pour dire quoi? C'est que ici, là, c'est 70 000 le top qu'on a eu sur le Bitcoin. Donc 70 000, tac, 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 tac. Voilà, début 2025, ça correspondra à la couleur vert clair. Là. Ce sera à peu près ici, 70 000. Ok. Or, les bull runs précédents, on peut voir qu'on arrive à la couleur rouge-orange. Ici, ici, ici. Donc, si je suis la cyclicité que nous voyons dans l'historique, eh bien, logiquement, en 2025, on devrait être à peu près ici. On voit qu'on sera à minimum 100 000 $, voire même peut-être un peu plus d'ailleurs. Donc, bon, c'est la raison pour laquelle les personnes, même en étant prudentes, s'accordent à dire que le Bitcoin vaudra 100 000 $. Deuxième point. Donc maintenant, on a l'explication sur pourquoi le bull run et pourquoi le prix. Après, si on regarde, c'est vrai que c'est très étrange, cette cyclicité. Et donc là, qu'est-ce qui va arriver là? Donc on voit là d'ailleurs qu'on commence un petit peu à baisser par rapport à la semaine dernière. Donc pour moi, il y a deux cas de figure. Soit on va comme ça latéraliser tranquillement, on continue, rien ne va se passer. Mais de facto, comme c'est ascendant, le prix va un petit peu monter. Petit à petit, on va grinder jusqu'à après, une fois le halving passé, partir en bull run. Ça, c'est le scénario à peu près même, je dirais, privilégié. Autre chose possible, c'est qu'ici, on voit qu'on a eu là un petite montée ici. Ici, la montée était un petit peu plus grande. Peut-être que là, on va avoir encore une montée un petit peu plus grande, jusqu'à l'orange pour redescendre et repartir derrière dans le vrai bull run jusqu'à la couleur rouge, rouge, orange foncé. Voilà, ça on ne peut pas vraiment savoir, mais comme on suit le rainbow toutes les semaines, à un moment donné, on verra la pattern qui commence à se dessiner et on pourra du coup en déduire l'avenir. Enfin, en tout cas, essayer d'en déduire l'avenir. C'est pas... Le futur ne découle pas forcément du passé, mais il est vrai que cette représentation est quand même assez troublante et intéressante. Voilà, donc en tout cas, voilà, vous avez l'explication. Je continue maintenant avec notre fameux top 15 crypto qui nous permet d'avoir une bonne idée du marché crypto dans sa globalité. On prend les 15 meilleurs et on regarde comment ça fluctue. Et là, pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que... Alors, on a eu d'ailleurs le Lido qui est passé par-dessus le Dogecoin, mais vraiment dans un mouchoir de poche, donc c'est pas vraiment significatif. Mais des beaux volumes sur les deux tokens. On a eu également le Binance USD qui est réapparu dans notre fameux top 15. Il avait disparu. Alors, c'est un peu normal, c'est un effet mécanique. Comme le marché a retracé, forcément, les stablecoins, eux, ne retracent pas. Et donc, mécaniquement, Binance USD est remonté, au détriment d'ailleurs de Avalanche qui, lui, a disparu. Et le Litecoin a perdu une place. Mais on peut voir que la capitalisation continue de baisser sur le Binance USD et que, incessamment, on ne le verra plus dans le tableau, même si le marché retrace. Pour le reste, les volumes sont quand même assez faibles. Forcément, on a eu un retour de flamme côté Bitcoin, ça a retracé. Comme le marché est assez épidémique, les investisseurs sont un petit peu frileux et regardent ce qui va se passer. Et donc en attendant, je vous propose de voir les cryptos qui ont le mieux performé. Donc je prends les cryptos de capitalisation 1 à 250, donc les cryptos que je considère comme vertes, c'est-à-dire les moins risqués, tout en sachant que les cryptos c'est risqué, je vous le rappelle. Donc pour moi, le portefeuille entre guillemets idéal, c'est d'avoir 75% de votre portefeuille qui est composé de cryptos vertes et dans ces 75%, un minimum 50% qui est du BTC ETH. Est-ce qu'il faut plutôt du BTC et de l'ETH? Ça, c'est vous qui voyez, chacun a ses convictions. Moi, je pense quand même un peu des deux ne fait pas de mal. Alors, c'est un minimum pour le vert. C'est minimum 75% de vert, maximum 15% de orange, maximum 10% de rouge. Le rouge étant très risqué, le orange étant risqué et le vert étant le moins risqué. Alors, je commence avec Polymesh.
et Polymath d'ailleurs. Polymesh et Polymath, hein, c'est le même éditeur, hein, c'est la même société, c'est la même personne qui a derrière. Alors Polymesh a pris 73%, Polymath 32%, hein, franchement très très bien, les deux cryptos elles ont bien performé. Polymesh, qu'est-ce que c'est? Donc Polymesh, ça c'est une blockchain qui est publique, mais surtout permissionnée, et qui est spécialisée dans l'émission d'actifs numériques réglementés, plutôt d'ailleurs financiers. Et le fait qu'elle soit permissionnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les acteurs hein, qui interfèrent avec cette blockchain, hein, notamment ceux qui stake, notamment ceux qui détiennent des nœuds de la blockchain, eh ben, ils doivent être approuvés et vérifiés. Et Polymath permet la tokenisation de securities. Vous en avez peut-être pas mal entendu parler, hein, notamment avec la SEC, etc. Des securities, ce sont des jetons hein, qui représentent la propriété d'un actif numérique, voire physique d'ailleurs, hein, réglementé. Et c'est ça qui est important, réglementé. Alors ça peut être des actions, ça peut être des obligations, ça peut être des biens immobiliers également. Et donc Polymath, hein, ça donne aux entreprises une solution clé en main pour émettre des securities réglementées. Donc ça prend bien, hein. Sur tout ce qui est pour les sociétés, etc., tout ce qui a attrait à la réglementation, ça reste quand même un point central qui tourne autour des cryptos, hein, et donc forcément, hein, entreprise plus réglementation, ça a toutes les chances de bien fonctionner, et donc c'est le cas, hein, puisqu'elles sont quand même 186 et 173e. Derrière, on a le FUBT token, donc ça c'est quoi? Ça c'est tout simplement le token du fameux exchange asiatique qui s'appelle le FUBT HK, et donc lui il a pris 15%. Ça, ce sont les cryptos qui ont le mieux performé sur 24 heures. Sur 48 heures, on retrouve Polymesh, j'en ai parlé, et Polymath également, et UFBT également d'ailleurs. Et sur les 7 derniers jours, c'est Cartesy hein, qui a quand même le mieux performé avec 91%. Hein. Cartesy, pour rappel, hein, c'est une blockchain de Layer 2 qui permet le développement et le déploiement de des apps qui peuvent fonctionner à la fois hors chaîne et on chaîne. Et c'est ça tout l'avantage de Cartesy. C'est qu'on peut mettre de la logique complexe au niveau des nœuds du réseau Cartesy, et sur ces nœuds-là, on peut exécuter n'importe quel programme, n'importe quelle bibliothèque, n'importe quel logiciel, bref, on peut avoir toute une intelligence qui se passe au niveau des nœuds, et ça plaît beaucoup, et c'est la raison pour laquelle ce token, il a bien performé. Et ensuite, on a Polymesh et Polymath. Donc voilà, bravo à ces tokens-là qui ont su tirer leur épingle du jeu malgré un marché qui, pour rappel, était en retracement. Je continue maintenant avec les tokens qui ont le mieux performé sur les capitalisations de rang 251 à 800, donc les tokens jaune-orange. Hein. Et bien donc pour rappel, un 15% maximum au niveau du portefeuille. Donc celles qui ont le plus performé sur les 24 heures, on a Tamadodge en 1 hein, qui a pris 56% rien que sur la journée d'hier. Hein, dans un marché qui retrace, c'est quand même une sacrée performance. Ça, c'est un jeu, hein, play to earn, un peu comme les Tamagotchi, hein, pour ceux qui ont connu quand ils étaient petits, mais je pense que tout le monde a à peu près connu. Et donc voilà, c'est dans cette lignée-là. Donc pour le moment, en tout cas, ça a l'air de bien se passer. Derrière, on a Mantra. Donc ça, c'est une plateforme DeFi hein, qui est sur Ethereum, Binance Smart Chain et Polygon, qui permet le staking, le lending. Il y a de la délégation également. D'ailleurs, même sur des nœuds atomes hein, de mémoire, il y a des launchpads, etc. Je trouve que c'est un peu léger. Hein. Il y a le lending qui ne fonctionne pas. Je trouve ça un peu fouillé également, pas très clair. J'ai pas été super enthousiasmé en tout cas par la plateforme. Bon, en tout cas, elle a pris 18%, donc bravo à elle, hein, comme quoi. Hein. Et ensuite, on a Power Ledger. Hein. Power Ledger a pris 8%. J'aime bien ça, Power Ledger, parce que ça parle d'énergie renouvelable. Hein. Donc, c'est évidemment un sujet qui est dans l'air du temps hein, et dont on va parler de plus en plus. Et qui tourne du coup autour de cette notion et notamment autour de l'énergie. Par exemple, on peut revendre l'énergie qu'on a en surplus à travers cette plateforme. On peut également trader de l'énergie pour acheter de l'énergie le moins cher possible. Il y a un pilote qui a été effectué en Australie et qui a bien fonctionné. Et du coup, maintenant, ils sont en train de s'attaquer à la Taïwan. Donc je trouve ça pas mal, le domaine est pas mal, 8% c'est pas mal. Hein. Donc quand vous avez comme ça une crypto hein, dont le domaine vous intéresse, qui a une bonne augmentation de prix, notamment dans un marché qui rebaisse, etc., eh ben, il faut la mettre de côté et l'analyser. Moi ça me rappelle, il y a une personne qui m'a dit, Crypto Kaiser, j'aime beaucoup ce que tu fais, ce qui fait toujours plaisir, mais par contre je n'arrive pas bien à comment exploiter vraiment les cryptos qui performent. C'est une très bonne question, effectivement, comment on exploite d'ailleurs ces tableaux-là? Alors en fait il y a plusieurs choses. Déjà, comme vous le savez, hein, pour qu'une crypto apparaisse dans ces tableaux, il faut vraiment que la crypto ait bien performé. Bien performé sur 3 axes, à la fois le prix, le volume et le classement. Voilà. Donc c'est dans les 3 axes en même temps qu'il faut qu'elle ait performé. Chaque axe ayant une pondération différente. Mais ça c'est toute une logique qui est mise à l'intérieur des process pour que vraiment on puisse avoir un score pour chacune des cryptos. Et à partir de là, je ressors vraiment les cryptos qui ont le mieux performé, et ça sur les 3 intervalles qu'on a définis nous-mêmes, hein, les intervalles vert, orange et rouge, et ce sur plusieurs échelles de temps. Voilà, donc déjà, si on a une crypto qui est ici, ça veut dire que c'est une crypto qui a performé, donc ça veut dire que c'est une crypto qui a attiré des capitaux, qui a plu à des investisseurs, et donc il y a eu la lumière sur elle. Et ce n'est pas des pump and dump, comme qu'on peut avoir des fois quand il y en a qui essayent de trafiquer le cours.
puisque pour être dans ces tableaux, il y a des conditions de volume à respecter pour justement éradiquer ces pump and dump un peu artificiels qu'on pourrait essayer de faire pour rentrer dans ces tableaux. Et donc, c'est des cryptos qui sont surveillés par des investisseurs. Et donc, forcément, dès que l'occasion se présente, elles pourront à nouveau récupérer des capitaux. Donc déjà, ça vous permet d'avoir un panel de cryptos qui est susceptible de pumper parce qu'elles peuvent attirer des investisseurs. Et que donc il y a eu le travail de marketing qui a bien été fait, etc., etc., ou que le sujet plaît beaucoup. Donc après, il y a deux choses. Une fois que vous avez tout ce pré-travail de fait, parce que c'est ça l'objectif, c'est de vous fournir déjà un panel de cryptos susceptibles d'être intéressantes. Vous avez deux choses. Un, vous pouvez regarder, si vous n'êtes pas trop graphique, regardez plutôt le côté fondamental. Il faut que le domaine vous intéresse. On est toujours plus à l'aise quand un domaine nous intéresse. Donc vous repérez celle dont le domaine vous intéresse. Il y en a, ça sera l'intelligence artificielle, d'autres, ça sera le gaming, d'autres, ça soit plutôt tout ce qui est à DeFi. Donc vous repérez le domaine qui vous intéresse, et à partir de là, les cryptos que vous avez recensés, eh ben, vous pouvez les analyser. Donc vous allez sur les Telegram, vous allez sur le Discord et Twitter, vous regardez comment ça se passe au niveau de la communauté, quelles sont les prochaines échéances, est-ce que la communauté est vraiment active, etc. Vous commencez à récupérer les dates clés, et puis à partir de là, vous allez tout de suite vous rendre compte si effectivement le projet a des chances de pumper, s'il y a des partenariats qui sont faits, etc. Si vraiment ça phosphore, c'est qu'il n'y a aucune raison que le projet se pète la figure. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, vous pouvez être beaucoup plus serein quand vous investissez. Premier point. Autre point, vous pouvez tout à fait après étudier le graphique de ces cryptos. À un moment donné, là, Power Ledger, elle a pris 8%. Pourquoi elle a pris 8%? Ça correspond à quoi en fait? Est-ce qu'elle a atteint un niveau clé au niveau de son graphique par exemple? Et si c'est le cas, c'est quoi? C'est une résistance? Elle a fait un pullback pour réatteindre un support pour repartir derrière? Il faut regarder. Par exemple, je vais essayer de vous le faire vite fait. Bon, Power Ledger par exemple. Power Ledger, elle a pris 8%. Bon. Et bien, donc tout l'intérêt, est-ce que je pourrais vous le mettre? Tac, 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 ça c'est bon. Oui, je pourrais vous le mettre. Ok, alors, Power Ledger, donc Power, P-O-W-R. Ok, donc vous repérez la crypto que vous voulez analyser. Après, vous allez sur TradingView. Alors, je pense que tout le monde connaît TradingView. En tout cas, ceux qui s'intéressent au graphique connaissent TradingView. Derrière, donc là, je suis sur... Oui, j'ai analysé une crypto, là, qu'on va revoir justement dans les cryptos qui sont les plus recherchés. Bref, alors par exemple, sur cet exemple-là, sur cette crypto-là, par exemple, je ne peux pas me positionner dessus. On le voit bien. On voit que c'est complètement ascendant. Et moi, c'est vrai que j'achète plutôt sur support. Je n'achète pas sous résistance. Et donc là, je ne peux pas rentrer dessus. Il faut obligatoirement que ça retrace, que ça marque un support pour qu'après, je puisse me positionner. Donc là, c'est pas possible. C'est dommage, hein, parce que c'est vrai qu'elle part bien. Mais bon, quand une crypto part comme ça en ligne droite, en général, hein, ça retrace derrière. Donc ça, il n'y a pas à photo. Donc moi, ce que je vais faire, je vais rechercher donc POWR, hein, qu'on vient de voir, USDT, Power Ledger, hop, tac, je la rajoute. Elle est là. Ah, elle était déjà ici, ok. Voilà. Donc ça, c'est la crypto. Donc moi, je mets toujours en vision hebdomadaire. Hein. Alors moi, je n'affiche pas les chandelles. Hein. Je ne raisonne qu'avec les clôtures. C'est beaucoup plus parlant, hein, en tout cas pour moi. Hein. Donc pour regarder les clôtures, vous cliquez ici, vous cliquez sur droite et vous avez uniquement les clôtures. Donc là, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir qu'en fait, sur cette crypto-là, on avait déjà une divergence ici. Hein. Alors les divergences, ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ça nous permet d'anticiper les renversements de tendance. Donc derrière, on a eu un pump, pas mal. Et là, moi, j'ai l'impression, alors elle n'est pas parfaite, mais de voir un peu une épaule, tête-épaule, hein, inversée. Hein. Épaule, tête-épaule, et ça, c'est une figure qui est très bullish. Donc je vois ici qu'il y a un énorme support, hein, enfin en tout cas un énorme niveau, donc un niveau support ici qui est devenu résistance là, une très très forte résistance. Donc ce que je fais, c'est que je la marque ici. Voilà, je marque le support. Alors je reviens plutôt d'ailleurs en daily pour que ça soit un peu plus précis. Voilà, hop, le niveau est ici. Voilà, ça c'est vraiment, alors c'est une zone hein, en fait, hein, c'est entre là et là, voilà, bon, on peut mettre un peu entre les deux, hein, voilà. Mais là, voilà, ça, c'est une zone qui a été extrêmement travaillée. Hein. Support, on l'a franchi, résistance, et du coup, derrière, on essaie de la refranchir à la hausse. Donc ça, pour moi, hein, ça fait depuis mai 2022, hein, donc ça fait quasiment un an hein, qu'on travaille cette zone-là. Et là, du coup, on voit que les cours vont essayer de refranchir la zone. Ça peut être intéressant. Hein. On a ici les bandes de Bollinger. Ce que je peux voir, c'est que je commence à friser avec la borne haute de Bollinger. Ça, j'aime bien. Hein. Quand on est comme ça en rupture un peu hein, à la limite de la bande de Bollinger, ça peut très vite partir à la hausse. Moi, je trouve ça assez intéressant. Hein. Alors, je vais mettre ici le point bas. Voilà.
Comme ça, en fait, ça me donne l'amplitude du range. Hein. Et du coup, ce que je fais, c'est que je vais reporter cette amplitude pour voir le gain que je peux avoir. Alors, je le fais en direct avec vous. Hein. Voilà, on est là, 90%. Ce qui correspond à peu près à ça, quasiment. Pour moi, on peut même aller, hein, jusque là. Voilà, très bien. Donc, on peut avoir un gain de 92%. Vous voyez ? Donc là, qu'est-ce que je vais faire quand je vois ça? Moi, j'achète uniquement sur support, pas sous résistance. Il y en a qui achètent ici, hein, en se disant c'est bon, il va passer et après ça va pumper. Moi, ce que j'attends, c'est que ça passe, la résistance. Derrière, on fait un pullback, on valide le support et on repart derrière. Alors après, ça peut partir direct comme ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une alerte. Vous voyez, je mets une alerte ici, exactement là. Voilà, ajouter une alerte à chaque fois. POW R USDT, hop, en daily. Et je vais mettre achat. Voilà. Tac. Je crée. Voilà, comme ça, dès que les prix arriveront ici, alors je vais regarder le graphique, ça va me prévenir, je vais regarder le graphique et je vais voir comment c'est arrivé ici. Hein. Est-ce qu'on est parti direct ligne droite? Auquel cas, je vais quand même regarder et suivre de très très près cette crypto pour voir si elle fait un pullback, revenir taper le support pour après repartir. Ou est-ce qu'alors on part directement en ligne droite to the moon? Si vraiment je vois que ça peut partir en ligne droite, je vais peut-être mettre un petit niveau au-dessus. Je vais regarder si ça passe par exemple ce niveau-là. Là, je vois que ça avait touché ici. Je vais peut-être mettre un aperçu Ishimoku pour vraiment voir quels sont les niveaux à surveiller. Et derrière, j'y vais, hein, je vais me positionner dessus en espérant avoir le gain affiché ici. Alors il y aura plusieurs étapes, hein, je vais faire par palier évidemment. Mais voilà, grosso modo, c'est l'idée. Donc l'important, c'est quoi? C'est d'avoir des cryptos à analyser. Je ne vais pas me mettre à analyser, vous voyez, toutes les cryptos. Et ça, c'est qu'une petite partie des cryptos. Hein. Si j'analyse tout ça, ça va être super compliqué, ça va me prendre un temps fou. Au moins là, avec les Kaiser News, j'ai un panel de cryptos analysés. Et dans les cryptos que j'analyse, je sais qu'elles intéressent les investisseurs. Et c'est ça tout l'avantage des Kaiser News. Donc elles peuvent pumper. Et une fois que les cryptos ont pumpé, je sais que c'est peut-être pour atteindre un niveau qui est important. Par exemple là, on voit que la crypto elle pump pour essayer de rejoindre son niveau de résistance. Et l'optique c'est quoi? C'est peut-être essayer de dépasser. Donc là il y a peut-être un coup à jouer, hein. J'en ai pris une et là par rapport à cette crypto là je pense qu'il y a un coup à jouer. Donc j'ai noté, j'ai mis mon alerte, c'est très bien, maintenant je peux passer à autre chose. Si jamais les conditions sont remplies, j'analyserai beaucoup plus finement la crypto pour voir comment me positionner dessus. Voilà, tout simplement. Bon, c'était un petit aparté, hein. J'ai pas été très long, donc ça c'est bien, je pense qu'on va pas exploser les temps dans le Kaiser News, et donc on peut revenir directement à nos cryptos. Continuons, du coup maintenant, Avinoc, donc sur les cryptos qui ont le mieux performé sur les 48 dernières heures, qui tire son épingle du jeu avec 109%, voilà, là on dépasse l'entendement, 109% hein, quand même sur 48 heures Avinoc. Donc ça c'est une société hein, qui propose d'apporter la technologie blockchain, la tokenisation, etc., dans le domaine de l'aéronautique, hein, autrement dit l'aviation. Et en juillet 2022, d'ailleurs, ils ont créé une plateforme hein, qui s'appelle Vous, qui permet justement hein, la gestion des réservations en ligne, de l'entretien des appareils, la certification des pilotes, etc. Alors moi, c'est vrai que j'ai été voir, au début, je ne trouvais pas la plateforme Vous, je me suis dit, mais c'est bullshit ou quoi? Et au final, non, c'est complètement un autre site. Et la plateforme Vous est bien présente, hein, c'est du B2B. Donc c'est un projet qui avance, hein, qui évolue bien, et 109%, franchement, bravo à Avinoc. Ensuite, on a Tamadodge, j'en ai déjà parlé, et Mantra, j'en ai également déjà parlé. Et sur les 7 derniers jours, hein, c'est Tamadodge qui a le haut de la palme avec 189% d'augmentation. Ensuite, on a Dimo, j'en ai parlé de Dimo, hein, j'en ai parlé, je crois que c'était peut-être dans le Kaiser News Flash. Donc Dimo, c'est quoi? C'est une application Android ou iOS hein, qui permet de se connecter à son véhicule, si ce dernier est éligible, hein, bien évidemment, et qui permet finalement de monétiser hein, les données enregistrées pendant que l'on conduit. On peut également mettre hein, au sein de cette application les papiers de notre véhicule, les prochaines dates d'entretien, etc. Bref, tout ce qui gravite autour du véhicule. Et du coup, on peut monétiser nos données et ça revient un peu à gagner de l'argent en roulant, voilà, pour la faire courte. Et donc ça, 108%, bravo à Dimo. Et enfin, on a Komodo, qui est une plateforme décentralisée, hein, multi-chaîne, qui est à la fois Proof of Work et Proof of Stake, et qui met à disposition hein, des entreprises, notamment plusieurs DApps en marque blanche. Ça, c'est pas mal non plus, hein, ça nous permet de gagner du temps très rapidement en utilisant des briques qui sont déjà développées. Donc ça, c'est très bien. Et je finis avec tout ce qui est les tokens les plus risqués, hein, donc de capitalisation 801 à 1000. Donc là, pas plus de 10% de votre portefeuille. Hein. Donc on a quoi? On a League of Legends, hein, qui ont pris 78% sur la journée d'hier. Hein. Ça, c'est du gaming multijoueur. Ensuite, on a Reflexer Ungovernance qui a pris 51%. Ça, c'est un token hein, qui est peu volatile, hein, qui est collatéralisé avec de l'ETH. Hein, donc, c'est un nouveau type de stablecoin. Hein.
J'en avais déjà parlé par exemple de celle-ci. Vous voyez, là, elle a pris 51%. Et ensuite, on a Navcoin qui a pris 25%, qui est une blockchain décentralisée, proof of stake, qui date un peu d'ailleurs. Je crois qu'elle est sortie en 2014, celle-ci. Bon, en tout cas, voilà, elles ont bien performé. Derrière, sur les 48 dernières heures, c'est League of Ocean qui tient le haut de la palme avec Reflexer Ungovernance juste derrière. Et enfin, on a le Project With, qui est une plateforme de e-sport, qui permet de gérer notamment aussi la carrière des joueurs, les contrats, les transferts, etc. C'est également une plateforme de diffusion. Donc voilà, tout ce qui gravite autour de l'e-sport. Et sur les 7 derniers jours, c'est D-Hub qui remporte la victoire avec 134% d'augmentation. Donc ça, c'est une plateforme qui agrège plusieurs types de divertissements, notamment les vidéos. Donc on peut poster des vidéos, on peut évidemment streamer des vidéos, regarder, avec toujours un token de paiement qui est en arrière-plan. Il y a une IA aussi qui snipe les vidéos pour détecter tout ce qui pourrait être illégal ou immoral au niveau des vidéos. On peut avoir également au sein de cette plateforme l'accès à des jeux et puis également à des achats, NFT ou autres. Et donc celle-ci, elle a pris 134%. Bravo à D-Hub, elle a gagné 434 places quand même. Ensuite, on a Sperax. J'en ai déjà pas mal parlé d'ailleurs de Sperax. 92% qu'il a pris lui en 7 jours. Ça, c'est un protocole qui propose un stablecoin algorithmique sur Arbitrum. Et enfin, on a Reflexer Governance qui a pris 31%. Les stablecoins, on le vend en poupe. Je continue maintenant avec les cryptos qui sont les plus recherchés sur CoinGecko au niveau mondial, sur les 24 heures et sur les 48 dernières heures. En 1, on a toujours Xen Crypto qui a repris 18% encore. Donc là, c'est pareil, j'en ai parlé quasiment à tous les Kaiser News de celle-ci. Nous sommes notre banque, nous pouvons créer nous-mêmes nos propres jetons Xen, mais plus le temps passe, plus ça prend du temps de les créer. Ensuite, on a Curve DAO, ça je ne vais pas y revenir, c'est un DEX qui est ultra connu sur multi-blockchain d'ailleurs. Il est pas mal recherché aussi celui-ci. Et enfin, on a un Mangoman Intelligent. Lui, qu'est-ce qu'il a pumpé aussi celui-ci Je me rappelle, à l'époque, il était même considéré comme du phishing sur MetaMask. En tout cas, vous voyez, il a très bien pumpé. Et sur les 48 dernières heures, on a Arbitrum, ça vous connaissez, le layer 2 Ethereum. ZoidPay aussi. Il a perdu 22% quand même ZoidPay. Pourtant, ZoidPay, c'est pas mal. Donc là, typiquement, il faudra regarder. Est-ce que le retracement, est-ce qu'on rejoint une zone de support pour après repartir de plus belle? Je sais pas, mais ça vise à démocratiser le paiement en ligne. En fait, ça fournit une carte de débit qui nous permet de payer plus de 100 millions de marchands avec nos cryptos. Ça fait automatiquement la conversion. Donc je crois qu'il y a quand même des fees à payer au moment de la conversion, mais apparemment pas beaucoup. Ils ont eu d'ailleurs un partenariat avec Elrond, donc Multiverx. Effectivement, maintenant, on peut se connecter directement avec le wallet en passant par l'appli Xportail. Donc voilà, il y a une belle synergie. Alors pourquoi il a perdu, j'avoue, j'ai pas regardé. Mais est-ce que c'est un retracement plutôt technique ou est-ce que est-ce qu'il y a autre chose? Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi, m'avait fait bonne impression à ZoidPay à l'époque. Et puis on a Mangoman Intelligence, notre fameux memcoin sur la BSC, qui referme le podium avec 28% d'augmentation. C'est lui qui a également été le plus recherché sur les 48 dernières heures. Je termine, ça y est, avec les cryptos qui sont à potentiel. Donc ça, c'est toutes les cryptos qui ont le plus souvent performé sur les 3 dernières semaines dans les Kaiser News. Après, à vous de regarder les cryptos et lorsqu'elles ont une baisse significative, c'est uniquement à ce moment-là. Il ne faut pas rentrer dans une crypto quand elles sont en train vraiment de pumper à mort. Il faut toujours attendre les retracements, ça c'est super important. Donc voilà, donc on a Credify, ça c'est une plateforme de prêt qui allie la DeFi et la finance traditionnelle avec un KYC pour rentrer dedans. Blocksquare, tokenisation de l'immobilier. Sperax, j'en ai parlé. Dynex, c'est le cloud computing. Loadstar, c'est une plateforme de prêt-emprunt sur Arbitrum. Et enfin Mural, ça c'est le petit nouveau, c'est celui qu'il y avait dans le graphique. Mural, c'est une sorte de paint collaboratif, c'est une toile géante où chacun peut acheter des pixels et du coup mettre ses propres images ou ses propres œuvres sur les pixels et qui seront sauvegardés ensuite sur la blockchain. Et d'ailleurs, sa création lui sera également envoyée sous forme de NFT. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de créations qui sont mises sur ce mur. Donc pour le moment, ça marche pas mal. Mais bon, d'après le graphique, c'est tellement ascendant que rentrer dedans, c'est suicidaire. Parce qu'il faut vraiment que ça retrace. Là, il ne faut pas rentrer dedans pour le moment. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'elle n'arrête pas de monter, elle ne descend pas. Donc on ne peut pas se placer dessus. Pour le reste, toujours SmartDex. C'est vrai que je suis toujours satisfait de cette crypto. Je décède un petit peu dessus d'ailleurs. Alors pour information, je ne serai pas là la semaine prochaine, je serai en vacances. Donc il n'y aura pas de Kaiser News. Mais j'en profiterai pour un petit peu préparer la vidéo de SmartDex qui devrait du coup sortir à la rentrée,
enfin à la rentrée, lorsque je reviendrai de vacances. Hein. Pour le moment, franchement, moi je trouve que c'est bien. Il y a eu un AMA qui est sorti avec les deux fondateurs. C'était très clair. Le SmartDex a bien résisté hein, suite à la baisse qu'on a eue. Hein. Il y en a beaucoup de coins qui ont énormément dévissé et je trouve que le SmartDex il a été assez résilient. Donc ça, c'est également encourageant. Donc franchement, bien SmartDex. Hein. Et ensuite, on a Love Hate Inu, hein, toujours pareil, hein, mon petit memecoin. Je ne sais même plus trop où on en est. Hein. Je ne sais pas s'il y a encore les pre-sales. Je pense que ça doit être vraiment la... On doit être dans les dernières semaines de pre-sales. Hein. C'est un petit coin, un memecoin. Hein, voilà, parce que les memecoins, il y en a toujours qui explosent. Hein, on ne sait jamais quand. Mais moi, du coup, ce sera celui-ci. Je pense que je vais vraiment conserver. Parce qu'il y a une petite utilité derrière. C'est qu'on peut faire des sondages. Hein, et puis c'est assez bien fait, tout ça. Bon, après... C'est toujours très très risqué, hein. Oui, ça se trouve, on va mettre de l'argent et on ne le reverra plus derrière. Mais voilà, pour moi, il y a quand même une probabilité que ça se passe assez bien sur ce genre de meme coin. Je ne suis pas sponsorisé, hein, vous le savez, sur mes vidéos, mais je vous le redis quand même. Que ce soit SmartDex, Love Hate Inu, Block Square, voilà, j'ai pas eu d'appel et j'ai pas fait de deal avec eux pour les présenter. Ceci vient de moi et moi seul. Et donc voilà, après, comme je vous le dis, hein, c'est risqué hein, tout ça. Hein. Ne m'en voulez pas si vous investissez sur une crypto et qu'elle ne pumpe pas. Hein. Franchement, vous savez, quand on investit, malheureusement, même le meilleur des traders, il peut investir sur quelque chose qui au final ne prend pas. C'est comme ça, hein. C'est le jeu. Hein. Si jamais on gagnait à tous les coups, hein, on le saurait. Voilà, et puis bah, pour ma part, c'est vendredi, donc le week-end arrive. Je vous souhaite à tous de bien en profiter. Et nous, on se retrouve lundi pour un nouveau Kaiser News. Je pense que ce sera le dernier de la semaine, parce qu'après, je pars. Bye bye!